Bien, dans cette exposition, nous présentons un ensemble de documents rares et certains inédits autour de la publication d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui est le deuxième volet de La recherche du temps perdu de Marcel Proust, et qui a été l'ouvrage couronné par le prix Goncourt très tôt, en 1919, voilà, au moment de sa parution. Donc c'est une date importante pour l'histoire éditoriale, bien sûr, hein, ce prix Goncourt pour Proust a compté, une date importante pour l'histoire du prix Goncourt lui-même, c'est vraiment le premier très grand livre publié et récompensé par le prix Goncourt. Et puis c'est une date importante aussi pour Proust naturellement, parce que Proust, malgré une apparente désinvolture, était très préoccupé par ce prix, et parce qu'il était préoccupé par être bien lu et lu dans la durée par ses contemporains. Je veux dire, la question de la réception de son œuvre était quelque chose de très important pour lui, et à ce titre-là, il a été très attentif à cette question du prix, tout en apprenant, par exemple, il y a une petite anecdote qui dit que Proust, lorsque le prix lui a été donné et que un membre du jury est venu lui annoncer, il dormait en fait dans son appartement. Donc bon, il y a une apparente désinvolture, mais c'est qu'en fait c'était un homme fatigué aussi, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que Proust écrit La recherche du temps perdu, en tout cas ce qui va former le noyau de La recherche du temps perdu, entre 1908 et 1912, donc tardivement dans sa vie. Hein. Et en 1912, il se sent prêt à rendre compte et à publier son œuvre, à commencer à la publier en tout cas. Il s'adresse à un certain nombre d'éditeurs, et dont aux jeunes éditions de la Nouvelle Revue Française, qui forment la préhistoire d'une certaine façon des éditions Gallimard. Et donc il adresse son manuscrit là-bas, et le manuscrit est refusé par la maison Gallimard. Il est refusé par d'autres éditeurs, cela dit, il faut le préciser, mais Georges Schumberger, qui était la personne qui a lu l'ouvrage, l'a lu un peu rapidement, semble-t-il, et a considéré qu'il y avait là beaucoup de bavardage et peut-être une littérature un peu rive droite qui n'allait pas bien avec la NRF. Énorme erreur dont les fondateurs de la NRF, et en tout premier lieu André Gide, a pris conscience, qu'il a pris sur lui, vraiment, il a envoyé une lettre catastrophée à Proust pour regretter ce malheureux refus. Et toute l'histoire après 19... Donc l'ouvrage Du côté de chez Swann, premier volet de La recherche du temps perdu, paraît chez Bernard Grasset, grand concurrent des éditions Gallimard, en 1913. Et puis, suit quelques années où finalement le grand enjeu pour la NRF, ça va être de reprendre Proust, d'effacer l'erreur commise. Et donc André Gide, Jacques Rivière, merveilleux personnage, merveilleux critique, beau-frère d'Alain Fournier, et Gaston Gallimard vont tout faire pour obtenir que Proust revienne. Et ils vont avoir gain de cause, puisque pendant la guerre, en 1916, Gaston Gallimard arrive à convaincre Proust de lui donner la suite de son œuvre, et donc de le publier aux éditions de la Nouvelle Revue Française. Alors Gaston va chercher des exemplaires, les exemplaires qui restent chez Grasset du côté de chez Swann. La légende dit qu'il y est allé avec une sorte de charrette, aller chercher les 200 exemplaires qui restaient chez Grasset en stock du côté de chez Swann, et a tout repris à la NRF. Et À l'ombre des jeunes filles en fleurs paraît en 1919 chez Gallimard. C'est l'intérêt de cette exposition de montrer, un des intérêts de montrer que Proust effectivement est sensibilisé au prix Goncourt assez tôt. Et il y a une lettre, un échange, qui était pour une part, en grande part inédit, entre Marcel Proust et Rosny l'aîné, qui était un des membres du prix Goncourt, en anticipation de la remise du prix, qui montre, Rosny dit, écoutez, votre livre est absolument extraordinaire, je veux en faire mon favori pour le prix Goncourt 1919. Et là, Proust envoie une lettre magnifique qui est présentée dans l'exposition, il dit, mais c'est un immense honneur pour moi, vous ne pouvez pas savoir quel plaisir vous me faites, etc. Donc on voit bien que Proust s'y intéresse, mais on le sait aussi auparavant, puisqu'on a même des traces d'une première tentative de Proust et de ses proches dès 1913 pour Du côté de chez Swann, au travers notamment d'un ami très cher de Proust qui était Lucien Daudet. Or, il se trouve que Lucien Daudet est le frère de Léon Daudet, et Léon Daudet est aussi un membre du prix Goncourt. Et Léon Daudet va beaucoup défendre Proust en 1919 pour convaincre les autres membres du jury de lui remettre le prix Goncourt. La décision de consacrer Proust par le Goncourt est une décision qui vraiment peut surprendre, puisque au fond il n'y avait aucune raison objective. Bien sûr, la raison c'était la qualité de l'œuvre, on le sait, mais c'est une œuvre très idéaliste.
Proust parle à l'ombre des jeunes filles en fleurs et de la recherche du temps perdu comme une leçon d'idéalisme. C'est ces termes. Pour Proust, la réalité est un prétexte à la vie spirituelle, à la rêverie, à la richesse extraordinaire de l'imagination. Voilà. Donc évidemment, et le Goncourt, c'est plutôt le prix du réalisme. C'est l'héritier des Goncourt, donc on est dans une atmosphère littéraire esthétique totalement différente de celle de Proust. Autre chose, Proust était un personnage assez âgé, enfin il avait une quarantaine d'années lorsqu'il a le prix, or les Goncourt avaient décidé que le prix devait être remis à un jeune talent. Alors une polémique se crée, est-ce que Proust est un jeune talent si c'est un homme de 40 ans? Mais bien oui, bien sûr, disent les... Voilà. Et puis Proust était supposé être très fortuné, ce qui n'est pas vrai en l'occurrence, et ça a beaucoup choqué la presse. Et enfin, dernière raison pour laquelle ce n'était pas du tout évident, c'est qu'il était face à un autre écrivain, Dorgelès, qui a écrit une sorte de chronique de guerre qui s'appelle Les Croix de bois, publié également en 1919, qui était le lauréat, enfin le candidat concurrent de Proust pour le Goncourt. Et là, évidemment, normalement, Dorgelès, on est en 1919, immédiate après-guerre, aurait dû avoir le prix, au titre de cette chronique de la guerre, si vous voulez. Et là, les Goncourt font un acte extrêmement audacieux, extrêmement courageux de désigner Proust contre Dorgelès. Alors, un placard de Marcel Proust, c'est en fait, on peut dire, un état du manuscrit d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Ça se présente comme une grande feuille sur laquelle est collé un premier jeu d'épreuves, c'est-à-dire des premières épreuves du texte, et ce que Proust appelait à côté de ces épreuves, ces ajoutages. Alors ces ajoutages, c'est quoi? C'était des ajouts, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a ce premier jeu d'épreuves est le prétexte pour Proust, finalement, d'achever son œuvre et de l'écrire en même temps qu'il la publie, d'une certaine façon. C'est ça qui se joue d'ailleurs dans cette exposition, on le voit très très bien. Donc ces placards étaient là pour aider finalement à la fois l'auteur, mais surtout l'imprimeur, de s'y retrouver dans ces immenses ajouts que faisait Proust et que faisait subir Proust au premier état de son texte. Et ça c'est magnifique parce qu'il y en a en l'occurrence il en est attesté environ une centaine, et Proust était tombé amoureux en fait de ces placards justement qu'avait fait quelqu'un pour préparer le travail de l'imprimeur. Il trouvait ça très beau et donc il y était très attaché, et il était à ce point attaché qu'il a suggéré à Gaston Gallimard de publier en 1920 une édition de luxe vendue par souscription d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui n'est pas l'édition originale, qui est une édition postérieure, donc très rare, très peu d'exemplaires, et dans chaque exemplaire étaient intégrés, on dit truffés, 2 placards originaux du manuscrit, vous voyez, d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc il existe 50 exemplaires de cet ouvrage, enrichis chacun de 2 placards différents. C'est une merveille bibliophilique et on est très heureux de pouvoir en présenter 3 exemples dans l'exposition qui montrent à quel point Proust travaille son texte. Enfin, c'est admirable en réalité. On voit que des passages extrêmement importants dans l'ombre des jeunes filles en fleurs, par exemple dans la description des dîners à l'hôtel de Balbec, qui sont des grands moments de la littérature du XXe siècle, apparaissent finalement sous des tout petits ajouts manuscrits réalisés par Proust, qui de loin paraissent comme une rature, et en réalité qui recèlent un des très très grands moments de la littérature du début du siècle. Donc c'est magnifique. Donc là, on a un document très exceptionnel qui est la première fois exposé dans le cadre de cette exposition, qui était donc totalement inconnu des Proustiens il y a encore quelques temps. C'est un dessin de l'écrivain Paul Morand, le fameux romancier et nouvelliste Paul Morand, représentant Marcel Proust en 1917, en conversation avec une femme et avec Paul Morand lui-même, dans une chambre très probablement de l'hôtel Ritz. Pourquoi? C'est un document exceptionnel. Premièrement, parce que Proust, des représentations de Proust de cette époque-là, il n'y en a quasiment pas, en fait, en réalité. Voilà, Proust s'est fait faire son portrait beaucoup plus tôt, voilà, mais au moment où il écrit la recherche, là nous sommes en 1917, c'est au moment où il la publie, hein, et il continue de l'écrire. Je veux dire, Proust passe son temps plutôt replié dans sa chambre, dans son appartement, à écrire son texte. Il est un peu au Ritz pour dîner, mais il y a très peu de représentations de lui. Donc là, une représentation du vivant de Proust, déjà c'est très important.
C'est Paul Morand qui fait ce dessin. Alors pourquoi Paul Morand? Parce que le jeune Paul Morand, qui était encore attaché dans l'ambassade, qui n'avait encore rien écrit en 1917, s'est lié à Proust parce qu'il était tout simplement un grand admirateur de Du côté de chez Swann. Et alors, chose totalement extraordinaire, il se trouve que là, il est représenté en face d'une dame qui est Laure de Chevigné, et Laure de Chevigné n'est ni plus ni moins que le modèle de la duchesse de Guermantes à la recherche du temps perdu. Donc nous avons là une représentation de Marcel Proust face à l'un des personnages principaux de son roman, Du vivant de Proust, et dessiné par Paul Morand. Alors, vous imaginez que l'émotion des Proustiens liée à la découverte de ce document qui se trouvait en fait conservé à la Bibliothèque nationale de France dans la correspondance de Paul Morand à sa future femme Hélène Souzeau. Et on est probablement d'ailleurs dans l'appartement d'Hélène au Ritz, très vraisemblablement. Et ce dessin était là parmi des lettres, tout simplement, et il n'avait jamais été découvert. Et chose drôle également, dans cette sorte de petite bande dessinée, ce petit phylactère, Paul Morand fait dire à Marcel Proust une sorte de monologue qui est ni plus ni moins qu'un pastiche d'un passage très célèbre d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, voilà, qui est le magnifique voyage autour de Balbec dans la voiture de Madame de Villeparisis, qui est un des grands moments d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Nous sommes juste là à l'époque où le lien avec Gaston Gallimard s'est noué pour la publication d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs qui aura lieu en 1919. Là, nous avons la reproduction de ce que les Proustiens appellent leur Joconde, c'est-à-dire la seule représentation de Marcel Proust, jeune homme, parce qu'on est en 1892, là, par Jacques-Émile Blanche, peintre et portraitiste essentiellement. Et c'est ce portrait-là, d'une certaine façon, qui fait référence parmi l'iconographie proustienne. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Bon, d'une part, cette reproduction photographique, elle est d'époque, et elle est dédicacée par Proust lui-même à mon très cher ami Gustave Tronche, en tendre amitié Marcel Proust. Qui est Gustave Tronche? C'est un homme méconnu aujourd'hui. C'était l'administrateur, le directeur commercial des éditions de la Nouvelle Revue Française. C'est donc ce monsieur qui a assuré la commercialisation, la mise en vente d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et qui a eu ce rude travail, cette rude tâche de mettre en musique d'une certaine façon la publication de ce livre et le lien avec le prix Goncourt naturellement. Donc là, Proust a environ 25 ans, et c'est d'ailleurs cette représentation qui apparaît dans la publicité, la promotion qui suit le prix Goncourt. C'est-à-dire que Proust se fait connaître du public d'une certaine façon avec ce portrait qui n'est pas du tout sa figuration, son apparence réelle au moment où le prix Goncourt lui est accordé, bien entendu. Et l'autre détail amusant, c'est qu'on sait en réalité que à l'origine, ce tableau, qui est conservé dans l'original et conservé au musée d'Orsay, était en réalité un tableau en pied. Et il y a un mystère sur ce que sont devenues ses jambes. On ne sait pas en réalité ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, on espère qu'un jour, déjà on retrouvera une représentation, sait-on jamais, en photographie du tableau dans sa complétude, voire la partie inférieure, sait-on jamais. Proust aimait beaucoup ce tableau, il était chez lui, et du reste, cette photo a été faite à la demande de Proust lui-même, à partir de l'exemplaire, enfin à partir de l'œuvre qu'il avait dans son appartement, donc c'est un document important bien sûr. Nous avons là un ensemble de documents assez amusants en réalité, parce qu'il y a eu une polémique dans la presse autour du prix Goncourt, bien entendu. Est-ce que Proust le méritait? C'est une chose, mais il y a eu un autre petit événement. C'est que Albin Michel, l'éditeur Albin Michel, qui avait publié le livre d'Orgelès, qui était le concurrent de celui de Proust pour le prix Goncourt, vexé de ne pas avoir eu le prix Goncourt, a décidé d'entourer les exemplaires du livre d'Orgelès d'une bande promotionnelle sur laquelle il était marqué prix Goncourt, 4 voix sur 10. Ce qui, évidemment, en termes de politique commerciale, frise le parasitisme, voilà. Et ce qui a beaucoup déplu, vous pouvez l'imaginer, à Gaston Gallimard. Et dans les documents qui sont présentés là, on voit une lettre de Gaston Gallimard qui explique, parce que Marcel Proust n'a pas apprécié du tout non plus, qui explique à Marcel Proust qu'il est en train de faire intenter une action contre son concurrent, Albin Michel. Et la vérité, c'est qu'il va obtenir gain de cause. Albin Michel sera condamné. Mais on voit que ça va beaucoup plus loin, parce que derrière cette petite annonce, non seulement il y avait la bande, mais en fait, dans la presse de l'époque,
Albin Michel a fait toute la publicité des Croix de Bois à partir de décembre avec cette mention prix Goncourt. Voilà, donc ça montre quand même, bon, qu'il y a une grande vexation de Dorgelès, ça c'est sûr, mais ça montre quand même que le prix Goncourt, déjà en 1919, ce n'est que le 17e prix Goncourt décerné, compte beaucoup. Et que le fait de pouvoir dire voilà, qu'un auteur ait le prix Goncourt est un élément clé dans la politique promotionnelle. Alors l'histoire est drôle, parce qu'en réalité, Dorgelès, avec ce livre, publie un livre beaucoup plus grand public qu'Allons des jeunes filles en fleurs, qui est un livre complètement atypique, le livre de Proust. Enfin, je veux dire, il faut que le public va mettre du temps à s'y habituer d'une certaine façon. Dorgelès, c'est beaucoup plus immédiat, c'est une chronique de guerre. Et de fait, le livre de Dorgelès va se vendre à beaucoup plus d'exemplaires que celui de Proust, puisqu'il atteindra quelques 100 000 exemplaires dans les quelques mois qui suivent l'attribution du prix, alors que Marcel Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, sur l'année qui a suivi l'attribution du prix, atteint quelques 20 000 exemplaires. Donc ça donne quand même une idée du décalage. Je dis 20 000 exemplaires, pour l'époque c'est beaucoup. Parmi les documents que conservait la Bibliothèque nationale de France dans les dossiers personnels de Paul Morand, il y avait un autre dessin, celui représentant son ami Marcel Proust sur son lit de mort, et curieusement daté d'ailleurs du dimanche 19 octobre 1922. Je pense que Paul Morand a écrit là sous le coup de l'émotion, puisque c'est pas le 19 octobre 1922, mais le 19 novembre 1922 que Marcel Proust est mort. On savait que Paul Morand était auprès de son ami décédé dans les moments qui ont suivi sa mort. Il avait essayé de prendre une photo, il n'y avait pas réussi en réalité. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que faute de prendre une photo, il avait fait ce portrait très stylisé et très émouvant de son grand ami à la fin de ses jours. Alors pourquoi avoir insisté sur cette mort de Proust dans le cadre d'une exposition qui consacre son Goncourt? Il y a une vraie raison. C'est qu'en fait Proust dit lui-même que son grand désir, je cite Proust parlant à Gaston Gallimard, c'est de pouvoir surveiller la publication de son œuvre, autrement dit de tâcher de vivre jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Et donc en fait, cette histoire de publication de La Recherche du temps perdu avec Gaston Gallimard et l'équipe de la NRF, c'est une course contre le temps. C'est d'arriver à mettre le mot fin à son manuscrit et d'arriver, si possible, il y arrivera presque, parce qu'une partie de l'œuvre est étudiée à titre posthume, de son vivant. Voilà. Donc la mort est partie prenante finalement de cette aventure. Et c'est pour ça qu'on a choisi de pouvoir présenter ce document exceptionnel, inédit, de même que d'autres dessins de Proust sur son lit mort. D'autres artistes s'y sont présentés, Euleux, un artiste Eichmann qui était très peu connu jusque-là et dont on a découvert il y a à peu près 2 ans maintenant qu'il lui aussi avait dessiné l'écrivain sur son lit de mort. Et puis plus étonnant peut-être encore, cette photo de Man Ray, qui est une photo bouleversante. Et évidemment, la chose extraordinairement touchante, et d'autant plus touchante quand on sait les années qui ont précédé cette disparition totalement consacrée à l'effort d'écrire, en réalité. Proust était très malade, donc il y a eu vraiment une lutte contre lui-même pour aboutir. Alors la Galerie Gallimard, l'idée c'était vraiment de créer un lieu auprès de la maison d'édition, au sein même de la maison d'édition, puisqu'on est là au sein de la maison d'édition, ouvert au public, pour pouvoir célébrer régulièrement les noces de la littérature et de l'art, en réalité. C'était ça, donc de pouvoir présenter des expositions mettant en scène des liens entre les écrivains et des artistes, des illustrateurs, des peintres, etc. Et puis également de pouvoir présenter, comme c'est le cas aujourd'hui avec Proust, un certain nombre d'expositions peut-être plus patrimoniales, voilà, évoquant des grands auteurs du fonds Gallimard ou de catalogues de maisons proches de Gallimard comme Flammarion par exemple ou Mercure de France. Voilà, donc c'est ce projet-là, un lieu vivant d'exposition. En fait, on a repris là quelque chose qui a toujours été présent dans l'esprit des Gallimard, l'idée que la maison d'édition était autre chose qu'une simple maison d'édition, mais un lieu de vie voilà, culturelle. Et des galeries Gallimard ou des galeries de la NRF ont préexisté à celle qu'Antoine Gallimard a souhaité créer maintenant il y a 2 ans, et dans laquelle ont déjà été présentées une dizaine d'expositions autour de René Char, de Jacques Ferrandez, illustrateur de bande dessinée, d'André Malraux, de Gide, voilà, de photographes, etc. Donc voilà, un lieu de vie culturelle.
Voilà, donc à la suite de l'exposition Marcel Proust qui se finit fin octobre, nous aurons une exposition consacrée à un artiste italien, Tullio Pericoli, qui est connu pour ses illustrations et ses portraits d'écrivains, essentiellement d'écrivains qu'il publiait dans la Repubblica, dans le journal italien. Et Tullio Pericoli s'est notamment passionné pour un écrivain qui lui est très très cher, également par son visage en réalité et par son œuvre, qui est Beckett. Voilà. Donc on va avoir un ensemble extraordinaire de portraits de Beckett. On sent un peu, il y a un côté un peu Giacometti chez Tullio Pericoli, de revenir toujours au même visage, au même motif, etc. Donc on sent qu'il a cherché, il a passé une partie des années de sa vie à chercher le vrai visage de Beckett. Voilà. Et c'est cette exposition qui suivra celle consacrée à Proust. Et tout de suite après, on aura une magnifique exposition, donc à la fin de l'année, en décembre, consacrée au livre illustré de Pierre Alechinsky, le grand artiste, qui va présenter un ensemble là, l'artiste est totalement lié, c'est le cas également avec Tullio, est totalement évidemment lié à l'organisation de l'exposition, de présenter un certain nombre de livres que lui-même a illustrés. Voilà. Donc on a donc deux expositions très artistiques à suivre, et puis l'année prochaine, on reviendra avec une exposition plus patrimoniale dont je conserve encore le secret.